Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Pierre Gilbert. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable de la rubrique écologie du média Le Vent se lève. Vous avez publié une vidéo cette semaine sur le site dans laquelle vous revenez notamment sur les conditions de la vague de chaleur que nous traversons. Vous y affirmez notamment que la canicule que l'on traverse, qui a lieu en ce moment, revêt un caractère exceptionnel et qu'elle est directement liée au dérèglement climatique. On va y revenir, mais d'abord, vous ouvrez la vidéo avec ce commentaire incrusté: quand l'État déserte ses responsabilités. De quelles responsabilités parlez-vous ? Des responsabilités régaliennes de l'État, c'est-à-dire protéger les citoyens, assurer le minimum de sécurité, ce qui est quand même la base du contrat social que le citoyen tisse avec l'État depuis des siècles. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un État qui annonce, qui parle beaucoup de climat en général, mais bon, arrive une canicule, annonce ceci dans les médias, je veux dire, fait un battage de prévention qui est essentiel, certes, mais parallèlement à ça, les services publics qui sont censés justement répondre à cette situation d'urgence, c'est-à-dire les hôpitaux, les pompiers, la sécurité civile, j'en passe, même dans les écoles par exemple, sont complètement liquidés, et ce méthodiquement depuis des décennies maintenant. C'est le néolibéralisme. Mais moi j'y vois un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a en période de canicule l'affluence dans les hôpitaux décuple forcément. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital public en France souffre d'une crise de manque de moyens criant. Enfin, je veux dire, les internes sont en grève pour beaucoup. Je veux dire, même en temps normal, on n'arrive pas à faire face à l'afflux de malades. Donc imaginez en temps de canicule. Pareil, ça veut dire que le gouvernement cherche à se protéger en fait en faisant de la prévention et non pas en axant justement son discours sur les actions du gouvernement. Mais ça rentre dans la logique classique du gouvernement Macron. C'est-à-dire on fait des annonces, ça ne coûte rien, et on espère que par magie, les individus, depuis eux-mêmes, vont s'adapter, vont faire quelque chose, et en fait, on essaye de reporter la faute ou la responsabilité sur l'individu en faisant ça. Hier, la justice a reconnu une faute de l'État justement pour son inaction contre la pollution de l'air. Dans le même temps, le Haut Conseil pour le climat jugeait l'action de la France insuffisante. Que doit la France justement en matière de réchauffement climatique? Est-ce que c'est sa compétence directe, l'État? Bien sûr. La France, elle doit beaucoup. Elle doit premièrement montrer l'exemple. On fait partie de ces pays développés qui ont profité à fond des ressources fossiles, quelles qu'elles soient, énergétiques, métal, voilà. Enfin, je veux dire, on a bénéficié de l'industrialisation bien avant tout le monde. Donc, par rapport à ça, il faut déjà montrer l'exemple et suivre avec parcimonie les recommandations du GIEC, c'est-à-dire diminuer de moitié nos émissions d'ici 2050. Et puis, deuxièmement, la France a un rôle symbolique qui est essentiel. On est le 3e réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même si ce gouvernement-là sabre dans les budgets du ministère des Affaires étrangères. Mais on a des leviers en fait sur ce qui se passe à l'échelle mondiale. La France, dans l'inconscient collectif à l'échelle mondiale, c'est le pays des droits de l'homme. Je veux dire, quand la France dit quelque chose, le monde le médite. Ça, c'est quelque chose qui est très vrai, et quand on voyage un peu, on s'en rend compte aussi. Mais la France a beaucoup de moyens d'influer le cours du monde. Donc, son soft power, son outil diplomatique, le poids qu'elle peut avoir sur des institutions multilatérales comme l'ONU, le poids du commerce aussi, puisque l'Union européenne sans la France n'existe pas. Or, l'Union européenne, c'est la première zone de commerce mondiale. Donc là, on a un poids pour faire, si on voulait faire par exemple du protectionnisme écologique et social, on pourrait le faire. Enfin, je veux dire, les pays producteurs où les pollutions de fait sont créées ne pourraient que s'adapter. Je vous posais la question parce que justement la responsabilité elle est sans doute aussi mondiale. Sans une action concertée entre tous les pays, les efforts des pays de manière isolée, ça sert à peu près à rien. Quand les États-Unis décident de boycotter l'accord de Paris ou d'autres pays ne paraissent respecter justement les accords sur la baisse du CO2, des gaz à effet de serre, pardon, les États isolés sont finalement assez impuissants. Ils sont impuissants parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Nous, avec Le Vent se lève, on est allé couvrir la COP24 à Katowice en octobre dernier. On a pu voir un peu comment ça se passait dans les coulisses des négociations internationales. Et on se rend compte que en fait, les diplomaties ne veulent pas se froisser. On est aussi dans une période de crise de multilatéralisme qui rend la chose particulièrement difficile, puisque
en fait, on se rend compte que les négociations climatiques, c'est vraiment le seul domaine du multilatéralisme qui continue de produire des effets positifs, où voilà, les États continuent à coopérer un peu. Au niveau de l'ONU, de la sécurité, plus trop. Au niveau même du commerce, voilà, tout le monde se tape dessus. Au niveau donc il y a des avancées, mais en même temps, la grande question, c'est notamment rendre tous les accords, l'accord de Paris, c'est-à-dire toutes les décisions qu'on prend, les rendre obligatoires, en fait, les rendre contraignants sur le plan juridique. Et ça, si on n'a pas des gouvernements avec une vraie volonté politique, ça n'arrivera pas. Là, en ce moment, on se préoccupe de ce qui se passe en France, mais le réchauffement climatique, il n'a pas de frontières. Qu'est-ce qu'on sait justement des conséquences à moyen et à long terme, justement, de ce réchauffement climatique sur les déplacements de population? On sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses et à la fois, c'est toujours difficile de faire de la prospective. L'ONU estime entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques potentiels d'ici 2050, donc d'ici 30 ans, c'est énorme. C'est des réfugiés qui ne fuient pas les mêmes conséquences du changement climatique. Ça peut être la montée des eaux, par exemple, dans le golfe dans le delta du Bangladesh. Ça peut être la sécheresse au Sahel, par exemple. Ça peut être voilà, quoi, des phénomènes de désertification, même des phénomènes inverses de trop de pluie. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, ont perdu cette année 15% de leur récolte de maïs à cause d'un trop d'eau. Ça ne s'est jamais vu depuis très longtemps. Enfin, on va avoir des mouvements de population. Alors, il ne faut pas forcément imaginer tout de suite des vagues migratoires qui diffèrent sur l'Europe, parce que les migrations climatiques se font avant tout à l'échelle régionale. Généralement, voilà, si la mer monte, on va un peu plus loin dans l'entreterre, mais on ne va pas forcément directement en Europe. Donc il faut on migre davantage du sud vers le sud. Oui, ça c'est clair. Je crois que même le chiffre, c'est que 85% des migrations sont sud-sud, enfin, même interrégionales. On sait aussi que en 2100, 70% de l'humanité sera potentiellement confrontée à des vagues de chaleur mortelles au rythme d'émissions actuelles. C'est-à-dire plus de 20 jours à des températures que le corps humain, in fine, ne supporte plus. On voit déjà ce phénomène poindre en Inde, justement, où les épisodes de canicules mortelles ont augmenté de 250% en 50 ans. Donc ça nous donne un avant-goût de, malheureusement, ce qui pourrait nous arriver. Justement, en France, on traverse une période de canicule. On en a connu par le passé, des périodes de canicule plus ou moins fortes. Toutes ne sont pas liées au dérèglement climatique, dites-vous. Mais vous dites que ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci, est directement lié au réchauffement de la planète. Comment on le sait ? On le sait parce qu'on a des modélisations satellites qui peuvent nous montrer que, en l'occurrence, cette canicule-là, très précisément, est due directement à ce qui s'est passé en Arctique ces dernières semaines. Donc ça fait les gros titres. On a vu que, voilà, fonte record en Arctique, des rythmes de fonte du permafrost qu'on n'attendait pas avant 2090. Les scientifiques sont tous, voilà, quoi, n'en reviennent pas. Et en fait, ce réchauffement rapide de l'Arctique modifie les courants aériens de l'hémisphère nord. Et bon, je vais très vite parce qu'évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça. Et si vous demandez à un météorologue, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, les courants aériens de l'hémisphère nord sont modifiés. Et donc, on a de plus en plus de périodes où les pays d'Europe occidentale se retrouvent dans des creux, en fait, où il y a plus où le vent ne change plus l'air. Donc, on a des creux où l'air stagne pendant plusieurs jours. Jusqu'à potentiellement arriver à la canicule. Alors celle-là, elle est encore, c'est un mécanisme météo encore plus particulier, c'est-à-dire qu'on a une dépression, un morceau de ce courant aérien qui s'appelle le jet stream, qui normalement fait le tour du cercle polaire arctique, s'est détaché à cause du changement climatique et a créé une dépression dans l'Atlantique qui a fini par aspirer l'air du Sahara et l'amener sur l'Europe. Donc le lien avec le changement climatique, il est très direct cette fois. Par contre, c'est vrai que toutes les canicules ne sont pas liées au changement climatique et qu'il y en a toujours eu. Par contre, leur fréquence, elle explose et ça, c'est statistiquement démontré qu'avec le changement climatique, voilà, depuis 30 ans, on a 2 fois plus de canicules en France et que dans les 30 prochaines années, on en aura encore 2 fois plus. Des canicules encore plus, qui augmentent en fréquence et aussi en intensité. Et on a des modélisations du GIEC qui nous disent qu'en France, en 2050, on aura potentiellement des pointes de température à 55 degrés dans les parties plus continentales comme en Alsace. Donc, un mot de politique, d'écologie politique. Qu'est-ce que vous inspire justement la stratégie des écologistes aujourd'hui? Ils ont pris le melon?
Je pense que oui, et quand on discute un peu avec des gens d'Europe Écologie Les Verts, on se rend compte que, enfin, entre eux, ils sont pas d'accord. Enfin, Europe Écologie Les Verts, c'est une auberge espagnole avant tout. Donc on a des gens qui militent en faveur potentiellement d'une coalition avec y compris la droite au niveau européen, comme a priori Jadot serait plutôt dans cette optique-là. Et on a des gens qui sont traditionnellement plus à gauche et pour qui le lien entre écologie et libéralisme est très clair et qu'on ne peut pas concilier les deux. Donc c'est toujours compliqué de parler des Verts parce que c'est une multitude de gens très différents. Après, sur la réaction de Jadot à la suite des européennes, c'est vrai qu'on peut observer qu'il ne relativise pas son résultat au regard justement que c'était les européennes, et que c'est toujours une échéance qui est favorable aux Verts. Il bénéficie aussi d'un report des voix de la gauche. Quand on analyse un peu, c'est ça qui s'est passé sociologiquement. C'est les voix de la gauche traditionnelle qui se sont reportées sur Europe Écologie Les Verts. Beaucoup par dépit pour la gauche plus traditionnelle qui a déçu ces derniers mois. Donc il faut pas, voilà, c'est un vote qui est très fluctuant, qui n'est pas acquis aux Verts. Et donc il s'agirait d'être humble. Et justement, sortir entre guillemets vainqueur, même si c'est voilà, des européennes, ça devrait pousser à l'humilité justement. Ça devrait pousser à un sens de la responsabilité qui, au lieu de justement faire prendre le melon, doit pousser à discuter un peu avec tout le monde et essayer de voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Le fait qu'aujourd'hui justement l'écologie ne soit plus le monopole justement du parti écologiste et que l'ensemble des partis politiques de gauche, notamment y compris à droite, ont un axe sur les questions écolo, plaiderait selon vous justement à un rassemblement justement des écologistes et de la gauche? Je ne sais pas si c'est la configuration qu'on peut souhaiter parce que j'aimerais pas que l'écologie soit trop victime de la crise de la gauche. C'est-à-dire que si on aligne écologie et gauche de manière automatique dans l'opinion publique, le jour où la gauche déçoit vraiment, plonge dans les sondages, ou voilà, on peut aussi emporter l'écologie avec. Donc c'est toujours un exercice difficile. Moi je me réjouis du fait que tout le monde parle d'écologie, même à droite, parce que c'est un sujet qui transcende et qui devrait mettre tout le monde d'accord. Ça montre aussi les progrès qu'on a fait, notamment grâce à la gauche, parce que historiquement l'écologie vient toujours de la gauche. Après elle prend son autonomie, mais dans des pays comme l'Italie par exemple, où la gauche est morte depuis longtemps, l'écologie n'a pas réussi à poindre. Voilà. Donc je me réjouis que tout le monde en parle, pas tous avec évidemment la même honnêteté. Disons que quand les républicains en parlent pendant les européennes, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Enfin, on sent que c'est on sent que c'est pas sincère, que l'ensemble de leur programme économique, de leur vision du social n'est pas du tout reformulé au fait de l'écologie. Le FN, donc ils ont intelligemment reformulé leur vision du protectionnisme et du localisme contre le mondialisme. C'est le local avant le global. Voilà, c'est ça. Donc c'est très facile de parler d'écologie quand on parle de ça. C'est malin. Après, quid de leur rapport au libéralisme, qui est quand même, voilà, et de la croissance surtout, qui est quand même la raison principale de cette crise climatique. J'ai une dernière question, Pierre Gilbert. Vous organisez ce week-end la deuxième édition des Universités d'été du Vent se lève. Ça se passe à Paris, à la Sorbonne, et vous avez choisi ce thème, l'histoire recommence. Vous aussi, vous êtes frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres, pour ne pas citer le président de la République. C'est de ça dont il est question, le retour aux années 30 ? Moi, ce que j'observe, c'est que l'histoire se répète rarement et que justement l'urgence climatique est une donnée qui est complètement nouvelle et qui nous fait rentrer dans une période que l'humanité n'a jamais connue, dans sa globalité, et qui nous oblige à nous décrocher un peu des schémas historiques qu'on connaît traditionnellement. Je pense que les événements extrêmes auxquels on va être confrontés dans les prochaines années vont de toute façon rabattre l'ensemble des cartes. Et à un moment, j'espère qu'il y aura une prise de conscience qui s'en suivra. Le parallèle avec les années 30, malheureusement, il y a certains voyants qui nous le rappellent. J'espère que non. Non, je pense
moi, je suis pas pessimiste par rapport à cette situation-là, même par rapport à la question climatique, parce que bon, les technologies, enfin, je veux dire, on sait quoi faire pour répondre à la crise climatique, et on sait surtout que ce n'est qu'une question de politique finalement, une question de volonté politique. Donc, quand on a ça en tête et qu'on a justement un peu le nez dans l'histoire, dans les bouquins d'histoire, on se rend compte que parfois on a des moments d'accélération historique où même une poignée de personnes peuvent changer le cours de l'histoire, même le cours du monde. C'est la Révolution française, voilà, les Jacobins, c'était une poignée de personnes au début. Donc je me dis que finalement on peut toujours, sur un malentendu, réussir à infléchir le cours de l'histoire, même dans une période de marasme où les obstacles qui s'avancent devant nous semblent des montagnes, mais parfois, voilà, l'histoire s'accélère et le jour point. Et les universités, donc c'est ce week-end, 28-29, oui. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Sur le site. C'est ça, il y a une billetterie. Vous êtes évidemment les bienvenus, tous ceux qui nous écoutaient. C'est à la Sorbonne, donc dans l'amphi Richelieu, qui est un amphi à la fois frais et très beau. donc au plaisir de vous y voir tous. Merci beaucoup Pierre Gilbert. Merci à vous.